Ils m'ont laissé sans un mot. Le coup de feu du dîner s'est terminé à 20h47 et mon manager m'a dit que ma soirée était terminée, ce qui signifiait 63 dollars que je n'avais pas prévu de perdre. Il a dit ça au mur derrière ma tête. C'était sa façon de me dire la plupart des choses. Comme si j'étais un désagrément que la pièce abritait temporairement. Je n'ai pas protesté. J'ai enlevé mon tablier dans le couloir de service, je l'ai plié en deux sur le crochet et je suis sorti par la porte arrière dans la ruelle. Le bruit de la dernière table résonnait encore à l'avant du Sorrento's et j'avais besoin d'être là où le bruit n'était pas. La ruelle derrière le restaurant sentait l'huile de friture et la brique humide. Et en dessous de tout ça, le fantôme du pain qu'il livrait chaque matin à 5 heures. Novembre était bel et bien arrivé, ce qui, à Chicago, voulait dire que le froid avait son mot à dire. Je me suis tenu le dos contre le mur, j'ai levé les yeux vers la fine bande de ciel entre les bâtiments, et je me suis laissé pleurer. Pas de façon dramatique. Je veux être précise à ce sujet. Il n'y a pas eu de sanglots, pas d'effondrement. C'était le genre de larmes qui arrive quand on a maintenu la pression assez longtemps pour qu'elle trouve sa propre issue. Lente, involontaire, presque silencieuse, l'avis d'expulsion était arrivé ce matin-là. Deuxième avertissement, langage formel, une date entourée par celui qui entourait ce genre de choses. Les créanciers de mon père avaient appelé 2 fois. Je les avais laissés sur la messagerie vocale et j'avais supprimé les messages sans les écouter, ce qui était une stratégie à l'avenir limité. Et maintenant, 63 dollars envolés un mardi, 63 dollars que j'avais déjà assignés à une mensualité d'une dette que je n'avais même pas contractée. Alors, je suis resté dans la ruelle, j'ai laissé mon visage se mouiller et je me suis dit que c'était juste la pression qui se relâchait, physiologique, gérable. Je n'ai pas entendu la voiture s'arrêter. Ce que j'ai remarqué, c'est le bord du phare qui a attrapé la brique à côté de moi, puis la qualité particulière du silence qui a suivi. Pas un silence vide, mais un silence attentif. Le genre de silence qui a une forme. Quand je me suis retourné, une voiture noire se tenait à l'entrée de la ruelle, moteur au ralenti, pas garé. Arrêté. La distinction est importante. Garer est une décision prise plus tôt. Arrêter est une décision prise maintenant, en réponse à quelque chose. La fenêtre était déjà baissée. L'homme à l'intérieur était dans l'ombre, mais je pouvais en voir assez. La ligne de la mâchoire, l'immobilité. Les gens qui sont immobiles comme ils l'étaient ne le deviennent pas par hasard. Ce genre d'immobilité est le résultat d'une décision prise il y a longtemps, celle de ne pas gaspiller de mouvement. J'ai essuyé mon visage avec le dos de mon poignet. Je vais bien, ai-je dit, pas exactement à lui. Les mots avaient juste besoin d'aller quelque part, et la direction de la fenêtre ouverte était la seule direction disponible. Il n'a rien dit. Je suis resté là. Le froid s'était infiltré dans mon manteau, qui n'était pas boutonné parce que j'avais oublié dans le couloir. J'aurais dû avoir peur. Un homme dans une voiture arrêtée dans une ruelle regardant une femme pleurer la nuit, dans un quartier où les voitures arrêtées dans les ruelles ne signifiaient parfois rien et parfois tout. Je connaissais la géométrie de la situation. J'avais grandi à 4 rues d'ici. Je comprenais ce que ce quartier contenait, mais son regard ne semblait pas menaçant. Il semblait attentif, de cette attention spécifique, complète, sans artifice. Vous n'êtes pas obligé de rester, ai-je dit. Je sais, a-t-il dit. Sa voix était grave, pas douce. Il y a une distinction. Douce est diminuée. Grave est fondamental, le genre qui n'a pas besoin de volume parce que le volume serait redondant. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Êtes-vous en sécurité? A-t-il demandé. La question a atterri étrangement. En sécurité, j'ai retourné le mot dans ma tête. L'avis d'expulsion, les créanciers, le travail qui me renvoyait quand le budget devenait serré, la dette qui n'était pas la mienne à l'origine, mais qui était la mienne par héritage de toutes les manières qui comptaient. Oui, ai-je dit. Il est resté silencieux un moment. J'ai eu l'impression qu'il ne me croyait pas tout à fait et aussi qu'il n'allait pas le dire. D'accord, a-t-il dit. La fenêtre est remontée. La voiture n'a pas bougé immédiatement. Il y a eu une pause, un battement de quelque chose que je ne pouvais pas nommer, puis elle s'est éloignée lentement. J'ai regardé les feux arrière jusqu'à ce que la ruelle redevienne sombre. Puis je suis resté dans le noir un peu plus longtemps parce que quelque chose s'était passé et je ne pouvais pas identifier quoi. Il m'avait vu dans mon moment le plus intime.
Pas nu, ce n'est pas le mot. Plus spécifique. Il m'avait vu au moment où j'étais vrai et je n'avais rien joué pour lui. Je n'avais pas été courageuse, ni composée, ni fonctionnelle. J'étais juste là, le visage mouillé et frigorifié, disant à l'air que j'allais bien. Et il avait écouté. Et il était parti. J'ai boutonné mon manteau, j'ai récupéré mon sac qui avait glissé de mon épaule, j'ai marché les 12 minutes jusqu'à l'appartement où l'avis d'expulsion était posé sur la table de la cuisine avec une trace de café sur un coin, parce que j'avais posé ma tasse dessus ce matin-là sans réfléchir. Je ne connaissais pas son nom. Je le connaîtrais le lendemain matin. Plus tard, allongé dans le noir, je me suis dit que tout cela ne signifiait rien, que les voitures s'arrêtaient parfois dans les ruelles pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec les femmes qui pleuraient contre des murs de briques, que la qualité de son attention avait été ma propre projection, que j'étais fatigué, qu'il me manquait 63 dollars et que je lisais l'univers à la recherche de signes, parce que c'est ce que les gens font quand leur vie leur semble ingouvernable. J'ai presque réussi à me convaincre. Il a envoyé Enzo me chercher à 7 heures le lendemain matin. Enzo est arrivé à ma porte avant que j'aie fini mon café, ce qui signifiait qu'il connaissait mon emploi du temps ou qu'il m'avait observé assez longtemps pour le deviner grâce aux lumières. Il avait une cinquantaine d'années, avec le genre de visage qui suggérait une longue carrière à ne jamais être surpris. Il portait un manteau sombre bien coupé. Il tenait son chapeau dans ses mains. Il m'a dit son nom avant que je puisse le demander, ce que j'ai catalogué comme la première courtoisie délibérée de la matinée. Monsieur Valentino aimerait vous parler, a-t-il dit. Je ne connais pas de Monsieur Valentino. Lui vous connaît, a dit Enzo. Depuis un certain temps. Il l'a dit sans s'excuser, ce qui, je suppose, était aussi une courtoisie. Au moins, c'était honnête. Je suis resté sur le seuil de ma porte, tenant ma tasse de café, et j'ai regardé cet homme qui était arrivé avant 7 heures et qui me regardait maintenant avec l'expression patiente de quelqu'un qui a fait de nombreuses demandes inhabituelles dans sa vie et a appris à attendre le oui. « Est-ce que je suis en danger si je viens ?» ai-je demandé. Quelque chose a brièvement bougé dans son expression. Pas de l'amusement, plutôt du respect. « Pas de notre part, a-t-il dit. J'ai mis mon manteau. J'ai laissé le café. La voiture était différente de celle de la nuit dernière. Même couleur sombre, modèle différent. Et Enzo conduisait celle-ci lui-même. Sa façon de se tenir, sans mouvement gaspillé. Je me suis assise à l'arrière et j'ai regardé mon quartier défiler par la fenêtre, essayant de construire une version de la matinée qui ait un sens. La nuit dernière, ai-je dit, c'était lui dans la ruelle. Oui, a dit Enzo. Est-ce qu'il me suivait? Une pause. Prudent. Il savait où vous seriez. J'ai regardé l'arrière de sa tête et j'ai décidé de ne pas poser la question suivante tout de suite parce que je ne pensais pas être prête pour la réponse. Et je devais être prête avant d'entrer dans une pièce avec un homme qui savait où je serais avant de moi. La maison était dans une rue calme, dans un quartier de la ville qui possédait sa fortune sans l'annoncer. L'architecture était sobre, contenue. Un bâtiment qui avait décidé que la chose la plus chère qu'il pouvait faire était de paraître banale. Enzo m'a fait entrer par la porte d'entrée. Le hall d'entrée sentait la cire à parquet et quelque chose de légèrement floral, et c'était très silencieux d'une manière qui suggérait que le silence était entretenu plutôt que naturel. Marco Valentino était dans la pièce à côté du hall. Dans la ruelle, il avait été une ombre, une voix et une qualité d'immobilité. À la lumière du jour, dans une pièce, il était simplement un homme, ce qui le rendait en quelque sorte plus difficile à ignorer. Grand, en costume sombre, debout près de la fenêtre, les mains dans les poches de son manteau, à la manière de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de s'annoncer par sa posture. Son visage était plus jeune que ce qui vivait derrière ses yeux. Il m'a regardé. Je l'ai regardé en retour. « Asseyez-vous », a-t-il dit. « Je préfère rester debout. » Le silence qui a suivi n'était pas hostile. Quelque chose en lui a bougé, presque invisiblement, puis s'est à nouveau stabilisé. « D'accord », a-t-il dit. Il m'a parlé des dettes de mon père sans préambule. Pas de tout. J'en apprendrai la forme complète plus tard, mais assez. Mon père avait emprunté à des gens dont l'argent comportait des conditions, et ces conditions avaient été rachetées 6 mois plus tôt par un homme nommé Salvatore Greco. Quand il a prononcé le nom, Enzo, debout dans l'embrasure de la porte, est devenu très immobile. J'ai noté cela. Greco avait racheté la dette non pas pour l'argent, mais pour le levier d'influence. Ce qu'il avait l'intention d'en faire m'impliquait et n'avait rien à voir avec quoi que ce soit que j'ai fait.
C'était à propos de l'histoire de mon père, qui était plus longue et plus compliquée que mon père ne l'avait jamais laissé entendre de son vivant. Pourquoi me dites-vous cela? Ai-je demandé. Parce que vous devez le savoir. Pourquoi est-ce que ça vous importe? Il m'a regardé un moment avec une expression qui ne me donnait rien. Vous êtes dedans maintenant, a-t-il dit, que je vous le dise ou non. Je suis resté au milieu de la pièce et j'ai assimilé cela. L'avis d'expulsion, les créanciers, tout cela soudainement recontextualisé par rapport à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus ancien que la patience d'un propriétaire envers une serveuse en retard de paiement. Il a offert ce qu'il a appelé une protection. Une chambre dans cette maison, pas une prison. Il l'a dit sans emphase défensive, ce qui suggérait que c'était sincère. Il avait d'autres raisons de vouloir que je sois à proximité qu'il n'a pas expliquées. Je n'ai pas demandé. J'étais encore en train d'absorber le périmètre du problème. Si je refuse, ai-je dit. Vous rentrez chez vous, a-t-il dit, et vous gérez ça vous-même. Il l'a dit sans cruauté. Il l'a dit comme un homme qui respectait l'option même s'il ne la recommandait pas. Je l'ai regardé. Quelque chose en moi prenait une décision que le reste de moi n'avait pas fini de traiter. J'étais consciente que la pièce avait une gravité qui était en partie sa présence, en partie les informations qu'il m'avait données, et en partie le fait que je gérais tout seul depuis 14 mois et que j'étais très, très fatigué. J'aurais besoin de mes affaires, ai-je dit. Je veux aller les chercher moi-même. Il a hoché la tête, aucune objection. Rosa m'a intercepté en bas des escaliers alors que je repartais. Petite, solide, des cheveux gris de la rue, avec l'expression de quelqu'un qui évalue rapidement les situations et leur fait confiance. Chambre au premier étage, a-t-elle dit. Il y a un verrou sur la porte. Elle a fait une pause. Utilisez-le, a-t-elle dit, au moins jusqu'à ce que vous sachiez pour qui ça vaut la peine de la laisser ouverte. J'ai dit que je le ferais. Elle m'a regardé un moment de plus que ce que l'instruction exigeait, puis elle a dit doucement, sans adoucir le ton, « Des filles viennent ici parfois, pas toujours pour de bonnes raisons. Vous semblez être une raison d'un autre genre. » Je ne savais pas quoi faire de ça. Je l'ai emporté avec moi quand je suis allé chercher mes affaires. Le monde de Marco Valentino se révélait par morceaux, non pas parce qu'il l'expliquait. Il n'expliquait pas les choses par principe, mais j'avais passé 3 ans comme serveuse, ce qui signifiait que j'avais développé la compétence particulière de lire les pièces à travers ce que les gens ne se disaient pas. J'observais. En 2 jours, j'avais assemblé une carte approximative. La famille Valentino contrôlait le corridor nord-ouest du réseau organisé de la ville, un territoire qui signifiait des choses spécifiques dans des quartiers spécifiques dont j'ai traité les détails et que j'ai mis de côté parce que je portais déjà à ces 2 choses. Il y avait des hommes qui allaient et venaient, certains qui me regardaient attentivement, d'autres qui ne me regardaient pas du tout, ce qui était plus instructif. Enzo gérait la plupart de ce qui passait par la maison. Marco gérait ce qu'Enzo ne pouvait pas. Il n'était pas souvent présent. Quand il l'était, l'atmosphère changeait d'une manière difficile à décrire. Pas tendue, plus concentrée, comme si la maison avait fonctionné à 90% de sa capacité et que son arrivée la mettait à plein régime. Je me suis surprise à remarquer où il était. C'était un problème que j'ai choisi de ne pas examiner directement. Le 3e matin, Rosa m'a dit que mon père avait connu la famille de Marco. Pas Marco lui-même. Son père, Vittorio, qui était mort il y a 6 ans. Mon père et Vittorio avaient fait des affaires ensemble brièvement dans les années 90. Des affaires légitimes pour autant que Rosa le sache, bien que Rosa ait reconnu que ses connaissances avaient des limites. Quand mon père a eu besoin d'argent plus tard, après l'échec de l'entreprise, après le départ de ma mère, après une série de mauvaises années que je n'avais vécues que comme sa tristesse générale, il s'était adressé à des gens ayant des liens avec les Valentino. Ces gens avaient finalement vendu la dette à Greco. Marco ne le savait pas jusqu'à récemment, a dit Rosa, à propos de votre père, à propos de la dette. J'étais à la table de la cuisine avec mon café et elle préparait quelque chose qui sentait comme l'intérieur de mon enfance. J'ai regardé les veines du bois. À quel point récemment, ai-je dit, il y a environ 2 semaines. J'ai pensé à la voiture dans la ruelle, la fenêtre déjà baissée. Donc il savait qui j'étais, ai-je dit, quand il s'est arrêté. Oui, a dit Rosa, avec la douceur de quelqu'un qui délivre un fait qui doit être ressenti avant de pouvoir être compris. Je suis restée assise avec le poids particulier de cela. Les larmes dans la ruelle semblaient soudain moins privées qu'elles ne l'avaient été,
et aussi, d'une certaine manière, plus privée, parce qu'il les avait vus en sachant ce qu'il savait, et il avait quand même juste demandé si j'étais en sécurité, puis il était parti. Rosa a posé une assiette devant moi, des œufs brouillés que je n'avais pas demandé, mais dont j'avais apparemment besoin. Il ne fait rien sans raison, a-t-elle dit, mais parfois, ces raisons mettent du temps à devenir claires. J'ai posé des questions sur Greco cet après-midi-là. Elle m'a dit ce qu'elle pouvait me dire. Assez pour comprendre la taille du problème, pas assez pour me donner des cauchemars. Greco avait été l'allié de Marco pendant une décennie. Quelque chose avait brisé cette alliance. Quelle que soit la chose qui l'avait brisée, c'était la raison pour laquelle Greco agissait maintenant contre Marco à travers moi. Il sait que Marco se soucierait de... Elle s'est arrêtée. De quoi, ai-je dit. Elle a pris son chiffon et s'est retournée vers le comptoir. Demandez à Marco, a-t-elle dit. Je ne l'ai pas fait. Il est venu me trouver à la place ce soir-là, dans le jardin étroit derrière la maison où j'avais pris l'habitude de me tenir 20 minutes après le dîner parce que le ciel y était visible et que l'accès au ciel me manquait. Il est apparu dans l'embrasure de la porte et je l'ai entendu avant de le voir, ce qui était inhabituel car il se déplaçait sans bruit quand il le choisissait. Il s'est tenu à côté de moi un moment, sans parler, regardant le même rectangle de nuit. « Vous devriez savoir dans quoi vous êtes vraiment, a-t-il dit. J'apprends, et je dis. Non, ce que je vais vous dire maintenant. Il m'a parlé du réseau de Greco, de sa portée, de la menace spécifique pour moi, non pas théorique, mais réelle, avec le calendrier qu'Enzo avait confirmé ce matin-là. Greco avait l'intention de m'utiliser comme un message. Il l'avait déjà fait à d'autres qui comptaient pour les gens que Marco appréciait. L'intention était de démontrer que les protections de Marco avaient des limites. Vous dites qu'il va me faire du mal, et je dis. Il essayera, a dit Marco. La distinction, c'est censé être rassurant, et je dis. Quelque chose a bougé en lui juste sous la surface. Pas de l'amusement, exactement, mais quelque chose d'adjacent. Non, a-t-il dit. Je l'ai regardé de côté. Il regardait le ciel. Son profil dans le noir était le profil d'un homme qui avait passé très longtemps à se rendre impossible à lire et qui n'avait pas perdu une seule manche. Mon père ne m'a jamais rien dit de tout ça, ai-je dit. Non. Savait-il que vous sauriez que si quelque chose lui arrivait? Je ne sais pas à quoi il s'attendait. J'ai accepté cela. C'était la réponse la plus humaine qu'il m'ait donnée. De l'intérieur de la maison est venu un son. La voix d'Enzo, basse et tranchante sur les bords d'une manière que je n'avais pas encore entendue. Marco bougeait avant que je ne le réalise pleinement, franchissant la porte avec la vitesse de quelqu'un qui avait depuis longtemps cessé de distinguer entre décider et faire. Je suis resté seul dans le jardin. Le froid s'est installé autour de moi. Quelqu'un agissait contre eux, avait-il dit. Le « nous » dans la phrase avait été implicite, non annoncé, et je l'ai senti s'installer quelque part dans ma poitrine, comme quelque chose tombé de haut. Je n'avais pas demandé à faire partie de son « nous ». J'ai remarqué, debout dans le noir, que je n'avais pas protesté non plus. La menace avait un nom au 4e jour, un homme appelé Rinaldi, l'un des lieutenants de Greco, photographié 3 fois la semaine passée à moins de 4 rues de la maison. Marco m'a montré les photographies sans explication, ce que j'ai interprété comme signifiant qu'il avait décidé que j'étais autorisé à comprendre la forme spécifique du danger plutôt que simplement son existence. J'ai regardé les photographies. Un homme d'âge moyen, un visage banal, le genre d'oubliable que je comprenais maintenant n'être pas accidentel. « Que veut-il » ai-je demandé. « Des informations » a dit Marco. « Sur vous, votre emploi du temps, si vous êtes ici. Et est-ce que c'est dangereux » Il m'a regardé d'une manière qui répondait à la question sans nécessité de réponse. Cet après-midi-là, Marco a eu des réunions auxquelles je n'ai pas été convié. Des hommes sont venus. Le son de l'italien filtrait à travers la maison, contrôlé, saccadé, la façon dont la langue sonne quand elle est utilisée pour la précision plutôt que pour la conversation. Je suis resté dans la cuisine avec Rosa, qui m'a appris comment elle faisait sa sauce tomate, ce qui impliquait une discussion avec les tomates qu'elle narrait d'une manière qui m'a fait rire pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité. Marco est apparu dans l'embrasure de la porte de la cuisine alors que le rire était encore dans l'air. Il s'est arrêté. Juste un instant. Quelque chose a traversé son expression et a été immédiatement maîtrisé. Il a dit quelque chose à Rosa en italien. Elle a répondu sans lever les yeux de la poêle. Il s'est tourné pour partir.
Vous pouvez entrer, ai-je dit. Il a fait une pause. J'habite ici, a-t-il dit. On dirait que vous étiez en train de décider si vous deviez le faire, ai-je dit. Un de ces silences, le genre qu'il utilisait à la place du désaccord. Puis il est entré, s'est tenu au comptoir et a accepté le café que Rosa lui a tendu avec la précision automatique d'un rituel. Ses mains. Il tenait la tasse à deux mains, ce qui était la première chose sans défense que je l'avais vu faire. Il regardait la vapeur plutôt que quoi que ce soit en particulier, brièvement ailleurs. Pas absent, plutôt comme s'il passait en revue quelque chose d'interne qui nécessitait de regarder à mi-distance. « Êtes-vous né ici? » ai-je demandé. « À Chicago? » Il m'a regardé. « Né à Naples, a-t-il dit. Arrivé ici à 6 ans. Vous vous en souvenez? » Des morceaux, a-t-il dit. L'odeur, la lumière. C'était plus que ce à quoi je m'attendais, et j'ai fait attention de ne pas montrer à quel point j'en voulais plus. Plus tard dans la soirée, je descendais le couloir depuis la salle de bain et il montait du sous-sol. J'ai failli lui rentrer dedans, ce que je n'aurais pas cru possible, car il se déplaçait comme si l'espace s'annonçait à lui à l'avance, mais je ne faisais pas attention. Je pensais à la sauce de Rosa, et si j'avais pensé à appeler mon propriétaire à propos de la vie. Et il a tourné au coin au même moment que moi et s'est arrêté. Je me suis arrêté. Nous étions proches, plus proches que nous ne l'avions jamais été, le couloir étant ce qu'il était. Il sentait l'air froid et quelque chose en dessous que j'ai immédiatement décidé de ne pas essayer de nommer. Il y avait une coupure sur le dos de sa main droite, fraîche, une fine ligne sombre. Je l'ai regardé sans le vouloir. « Vous êtes blessé, ai-je dit. Ce n'est rien. » J'ai levé les yeux. Il observait mon visage. « Laissez-moi voir, ai-je dit. Aria. » La façon dont il a dit mon nom, juste ça, rien après, avec une qualité dans le son qui m'a arrêté net. Pas un ordre, pas un avertissement, quelque chose sans catégorie claire. « Je ne vais pas mourir d'une coupure, a-t-il dit. Je sais, ai-je dit. Je voulais juste... Je ne savais pas comment finir la phrase honnêtement. Son expression a changé. Quelque chose a bougé en elle. Prudent, lourd. Un homme reconnaissant quelque chose qu'il ne s'était pas encore permis de reconnaître et choisissant de le classer plutôt que de le tenir à la lumière. « Bonne nuit, a-t-il dit. Il est passé à côté de moi. Son bras a frôlé le mien en passant. Le plus bref des contacts, le genre qui arrive dans les couloirs étroits et ne signifie rien. Sauf que ça ne signifiait pas rien. Ça signifiait quelque chose pour mon système nerveux que j'ai passé les 2 heures suivantes à essayer de me raisonner. Il a trouvé que la coupure le dérangeait encore à minuit. Il s'est tenu dans la cuisine dans le noir et a fait couler de l'eau froide dessus et a pensé à la forme spécifique de son visage quand elle l'avait vu. Pas de la peur, pas de la pitié, juste une préoccupation immédiate, irréfléchie. Il avait passé 19 ans entouré de gens dont les émotions lui étaient adressées pour faire de l'effet, qui ressentaient des choses en sa présence et façonnaient ses sentiments en outils utiles. Elle n'avait rien façonné. Elle avait juste regardé sa main et dit « Laissez-moi voir », sur le ton de quelqu'un qui avait l'intention de faire une chose pratique. Il allait devoir être plus prudent. Il savait ce que Greco ferait s'il comprenait ce que c'était devenu. Il savait aussi, avec une clarté différente et moins fiable, qu'il classait le son de son rire depuis 3 jours sans l'avoir choisi. Il a coupé l'eau, il est allé se coucher, il n'a pas bien dormi, ce qui n'était pas inhabituel, mais la raison était nouvelle. Je me suis dit que le couloir ne signifiait rien. J'étais convaincante à ce jeu-là, car j'avais de l'entraînement. J'avais 17 mois d'entraînement à me convaincre que la mort de mon père était gérable, que ses dettes étaient ingérables, que travailler les services du soir sur des pieds qui faisaient mal à 21 heures était quelque chose qu'une personne faisait simplement, puis arrêtait de faire quand les circonstances changeaient. J'étais doué pour me dire des choses qui n'étaient pas tout à fait vraies, jusqu'à ce qu'elles deviennent au moins vivables. Le 6e matin, la chose que j'avais gardée dans un compartiment séparé est arrivée sans ma permission. Rosa a frappé avant le petit déjeuner et m'a dit qu'Enzo devait me parler. Il m'a rencontré dans le salon, tenant un mince dossier, le genre de minceur officielle qui contient plus de poids que sa taille ne le suggère. Il m'a dit qu'il avait été trouvé dans les affaires de mon père par un contact gérant les documents des créanciers originaux. Puis il a quitté la pièce, ce que j'ai compris comme la chose la plus proche de l'intimité qu'il pouvait offrir. À l'intérieur du dossier, il y avait 3 pages.
La première était une entrée de registre, des dates et des montants, le nom de mon père comme garant. La deuxième était une lettre du prêteur original, formelle, datée d'il y a 8 ans. La troisième était une photographie. Sur la photographie, mon père se tenait devant le Sorrentos. Il se tenait avec un autre homme, le bras autour de ses épaules, tous deux riant. Je ne reconnaissais pas le visage de l'autre homme. J'apprendrai son nom sous peu. Marco est apparu dans l'embrasure de la porte. Vous saviez, ai-je dit, pas avant la semaine dernière, mais vous saviez avant de venir dans la ruelle. Oui, a-t-il dit. J'ai regardé la photographie, puis lui. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur mon père que je ne sais pas? Ai-je dit. Il a traversé la pièce et s'est assis sur la chaise en face de moi. La première fois que je le voyais s'asseoir à ma proximité plutôt que de rester debout. Ça changeait la géométrie. Le mettait à mon niveau plutôt qu'au-dessus, ce qui, je pensais, était probablement délibéré. Il essayait de s'en sortir, a dit Marco. La dette était la dernière pièce. Il la payait discrètement depuis des années. Il avait presque fini quand il est mort. J'ai regardé les entrées du registre, les montants, les dates, des années de paiement dont je n'avais aucune idée. Il ne me l'a jamais dit, ai-je dit. Non, pourquoi pas? Probablement, a dit Marco prudemment, parce qu'il ne voulait pas que vous le portiez. Je suis resté assise avec le poids particulier de cela. Mon père, qui avait semblé si triste dans ces dernières années, qui avait travaillé de longues heures à un travail qui payait peu, qui avait discrètement résolu un problème qu'il m'avait complètement caché, qui était mort avant que la solution ne soit achevée. Et puis j'ai repris le flambeau, ai-je dit. Les paiements. Marco était silencieux. Vous saviez ça aussi, ai-je dit. Oui? Depuis combien de temps? Assez longtemps. Je l'ai regardé. Il me regardait avec une expression qui était, pour la première fois, ouvertement prudente, pas sur ses gardes, prudente. La distinction était importante. Être sur ses gardes, c'est se protéger. Être prudent, c'est ne pas vouloir se tromper. Alors, quand vous vous êtes arrêté dans la ruelle, et je dis, quand vous m'avez demandé si j'étais en sécurité, je ne pouvais pas finir la phrase. Pas parce que je ne savais pas ce que je voulais dire, mais parce que ce que je voulais dire était trop grand pour la pièce. Ça fait 2 semaines que je cherche la bonne façon de vous approcher, a-t-il dit. Je ne l'avais pas trouvé. Et puis vous êtes massé en voiture et vous avez vu... Oui, a-t-il dit. Quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. Pas de la colère, pas de la gratitude, quelque chose sans nom clair. Je ne jouais pas la comédie, ai-je dit, dans la ruelle. Je veux que vous le sachiez. Je pensais que j'étais seul. Je sais, a-t-il dit. Il l'a dit avec une certitude qui n'était pas méprisante. Et cette certitude a défait quelque chose en moi que j'avais gardé très soigneusement noué. Je gère ça seul depuis 14 mois, ai-je dit. Ma voix était stable, mais à peine. Je sais, a-t-il répété. C'est, je me suis arrêté. C'est en fait pire que vous le sachiez. Son expression a changé. Quelque chose a bougé en lui qui l'a laissé bouger sans l'arrêter. Quelque chose de calme et de sincère, brièvement visible avant de se replier dans sa retenue habituelle. Vous n'avez plus à gérer ça seul, a-t-il dit. C'était la phrase la plus simple qu'il m'ait dite, et aussi la plus effrayante. Je ne sais pas comment faire ça, ai-je dit. Vous n'avez pas besoin de savoir comment, a-t-il dit. Vous avez juste à arrêter. Je l'ai regardé à travers l'espace entre nos chaises. Il me regardait avec cette pleine attention, ce genre spécifique, sans hâte, sans agenda que je pouvais détecter. Il ne s'était pas approché de moi. Il ne l'a pas fait. Ce soir-là, Enzo a rapporté un mouvement du côté de Greco. Un véhicule repéré 2 fois devant une propriété de Marco de l'autre côté de la ville. Un appel intercepté. La chose qui avait été théorique pendant 5 jours devenait spécifique. Le visage de Marco, pendant qu'Enzo rapportait cela, est devenu immobile d'une manière différente de d'habitude. L'homme prudent s'est retiré, quelque chose de plus ancien est apparu. Je l'ai regardé devenir ce qu'il était dans son monde, et j'ai senti le sol se dérober sous mes propres pieds. La tentative a eu lieu un jeudi. Je n'étais pas là où il s'attendait à ce que je sois. C'était soit une planification minutieuse de la part de Marco, soit une coïncidence, et j'allais comprendre que c'était la première option. L'emploi du temps qu'ils avaient fait fuiter par une source contrôlée m'avait placé de l'autre côté de la ville un sursoir
où j'étais en fait dans la cuisine à aider Rosa à dénoyauter des olives pour quelque chose qu'elle refusait d'expliquer complètement. Les hommes sont entrés par l'entrée latérale. Le bruit était discret, pas un fracas, pas une explosion, des sons étouffés, rapides et déterminés. Puis la porte de la cuisine s'est ouverte et Marco était là. Il a d'abord regardé Rosa, puis moi. Au sous-sol, a-t-il dit. Toutes les deux, maintenant. Rosa a bougé sans poser de questions. Elle avait déjà fait ça. Je pouvais le dire par l'absence d'hésitation. Je l'ai suivie dans les escaliers jusqu'à une pièce dont je ne connaissais pas l'existence. Des murs solides, une porte verrouillée que Rosa a fermée de l'intérieur, avec une clé qu'elle gardait apparemment dans la poche de son tablier en permanence, ce qui m'a appris quelque chose sur le temps qu'elle avait travaillé ici et ce qu'elle avait appris à anticiper. Nous nous sommes assises sur le sol en béton dans le noir et n'avons pas parlé. Je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque. Au-dessus de nous, des bruits se déplaçaient dans la maison. Pas aléatoires, organisés. Quelqu'un dirigeait, répondait, contenait. Je savais par leur efficacité que ce qui se passait n'était pas le chaos. C'était Marco qui gérait quelque chose pour lequel il s'était préparé, ce qui est différent du chaos de la même manière qu'un brûlage contrôlé est différent d'un feu de forêt. Quand la porte s'est ouverte 20 minutes plus tard, c'était Enzo. C'est bon, a-t-il dit. À l'étage, la maison montrait des preuves de la nuit de la manière dont le monde de Marco montrait ses preuves. Subtil, nettoyé rapidement. Des hommes que je ne reconnaissais pas se déplaçaient avec un calme déterminé dans le hall d'entrée. Je n'ai pas regardé de trop près. Je comprenais déjà que certaines choses dans ce monde, on les recevait sans les regarder directement. Marco était dans le salon, le dos tourné à la porte. Il ne s'est pas retourné quand je suis entré, les mains le long du corps. La coupure sur sa main droite d'il y a 3 jours montrait encore sa ligne de guérison. Sa chemise était intacte, ce que j'ai catalogué avec un soulagement que je reconnaissais comme disproportionné et que je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir. « Tu es blessé ?» ai-je demandé. Il s'est retourné alors. Il avait l'air différent. Pas changé, plus visible. Le contrôle était toujours présent, mais plus mince, comme une pellicule de glace sur quelque chose qui bougeait en dessous. Ses yeux m'ont parcouru d'un seul regard rapide, faisant l'inventaire. « Non, a-t-il dit. Et toi? » « Non, ai-je dit. Nous nous tenions de part et d'autre de la pièce. La distance semblait très grande et très petite à la fois. « C'était Greco, a-t-il dit. Je sais. Ce ne sera pas la dernière fois. Je sais, ai-je répété. Il s'est arrêté. Il m'a regardé. Tu n'es pas, a-t-il commencé. J'ai peur, ai-je dit. Je ne vais pas prétendre que non, mais je ne m'effondre pas. Quelque chose dans son expression a changé, et c'était le même changement que j'avais vu dans le couloir, dans l'embrasure de la cuisine, dans le jardin. Le mouvement d'un homme reconnaissant quelque chose qu'il avait décidé de ne pas reconnaître et qui échouait. « Je dois te dire quelque chose, a-t-il dit. »« D'accord. » Il a traversé la pièce. S'est arrêté assez près pour que j'aie pu le toucher, ce dont j'étais consciente sans agir. Ses yeux étaient complètement directs. Aucun espace entre le fait de me regarder et d'être ailleurs. La raison pour laquelle je me suis arrêté dans la ruelle, a-t-il dit, n'était pas parce que je savais qui tu étais. J'ai attendu. Je savais qui tu étais depuis 2 semaines, a-t-il dit. J'étais passé devant ce restaurant 4 fois. Je suis toujours passé parce que j'avais un plan, et le plan n'impliquait pas d'agir avant que la situation ne soit gérée. Et puis je t'ai vu. Il s'est arrêté, et je me suis arrêté. Pourquoi, ai-je dit. Parce que, a-t-il dit, et pour la première fois, il ressemblait à un homme ayant des difficultés avec le langage. Tu as dit que tu allais bien. Je l'ai regardé. Tu étais seul dans une ruelle dans le noir. Tu avais pleuré, et quand ma fenêtre s'est baissée, tu as dit « Je vais bien » puis tu m'as demandé de partir. Il a fait une pause. Tout le monde dans mon monde me présente sa vulnérabilité comme une offrande. Toi, tu as simplement rangé la tienne. Tu ne l'as pas offerte. Tu ne voulais rien de moi. Tu l'as juste refermée et tu es resté là à me dire que tu allais bien. La pièce était très silencieuse. C'est pour ça que tu t'es arrêté. Et je dis, c'est pour ça que j'ai... Il s'est arrêté à nouveau, a pris une inspiration, l'a laissé sortir lentement. Oui, je l'ai regardé pendant un long moment. J'étais consciente de tout. Du froid qui vivait encore dans mes mains depuis le sol du sous-sol, du bruit extérieur de ce qui était en train d'être géré,
de la qualité particulière de son immobilité si proche, qui contenait de la chaleur. Je ne vais pas bien, ai-je dit. Je devrais le dire. Je l'ai dit dans la ruelle parce que c'est ce que je dis. C'est ce que je dis toujours. Je sais, a-t-il dit, mais je suis là, ai-je dit. Je ne pars pas. Il m'a regardé, et ce que j'ai vu sur son visage était de la version non couverte. Pas l'homme contrôlé, pas la chose que son monde avait faite de lui, mais quelque chose en dessous. Le coût des choses, le poids des décisions prises sans pitié, la solitude spécifique d'être la personne qui les prend. J'ai tendu la main et j'ai posé ma main sur la coupure guérie de la sienne. Il est devenu très immobile. D'accord, a-t-il dit doucement. Juste ça. Je n'ai pas bougé ma main. Il a retourné la sienne lentement, de sorte que ma paume repose contre la sienne. Il n'a pas fermé ses doigts. Il a juste laissé faire. La chose la plus prudente que je l'ai vu faire. Dehors, ces hommes nettoyaient les bords de la première bataille d'une guerre qui était déjà arrivée. La guerre est venue comme les vraies choses viennent, pas d'un seul coup, mais en séquence, chaque événement découlant du précédent, avec une logique froide qui ne laissait aucune place à l'incrédulité. Dans la semaine qui a suivi l'intrusion, les opérations de Marco se sont resserrées. Le nombre d'hommes dans la maison a doublé. Les itinéraires que je pouvais emprunter sont devenus fixes. Enzo marchait avec moi quand je marchais, ce qui était de plus en plus rare, et il le faisait avec l'aisance vigilante de quelqu'un qui gardait des choses de valeur depuis des décennies et avait appris à faire passer ça pour de la compagnie. Je me suis habitué à Enzo. Il m'a raconté par bribes son temps avec la famille Valentino, 23 ans. Il était venu à Vittorio avant Marco, et Marco avait hérité de lui comme une maison hérite de ses murs porteurs, fondamentalement, de manière irremplaçable. Il parlait de Marco comme on parle de quelqu'un dont on a si bien catalogué les qualités qu'on n'a plus besoin de les complimenter. Il avait 17 ans quand Lucia est morte, a dit Enzo un matin, sans que je le lui demande. Nous étions dans le jardin, que Marco avait jugé acceptable tant qu'Enzo était présent et que le chemin vers la porte était dégagé. Sa sœur, ai-je dit? Oui. Enzo était silencieux. Un message à son père, un ennemi différent, une autre époque. Mais la leçon que Marco en a tirée, c'est il s'est arrêté. Il a décidé que chaque personne qui comptait pour lui était une cible. Alors il a arrêté de laisser les gens compter. J'ai regardé le mur du fond. Jusqu'à quoi, ai-je dit? Enzo m'a regardé fixement. Je te le dis maintenant, a-t-il dit. 2 jours plus tard, Greco a agi. Pas contre la maison, contre quelque chose de plus petit et de plus précis. Un message. Les hommes de Greco ont trouvé le jeune frère d'un des lieutenants de Marco, un jeune de 22 ans nommé Thomas, devant un bar à Pilsen à 23 heures un mercredi. Thomas a survécu, mais il passerait 2 semaines à l'hôpital et en sortirait avec 3 choses avec lesquelles il n'était pas entré. Marco a reçu la nouvelle debout. Son visage n'a pas changé. Rien n'a bougé dans son expression. Rien n'a cédé. Il a écouté Enzo parler, puis a dit une phrase en italien que je n'ai pas comprise, mais qu'Enzo a reçue comme si elle avait du poids. Puis Marco m'a regardé. « Reste dans la maison », a-t-il dit. « J'y suis », ai-je dit. « Non, je veux dire, il s'est arrêté. Quelque chose a traversé son visage. Les prochaines 72 heures ne t'approchent pas des fenêtres de devant. »« D'accord », ai-je dit. Il m'a regardé un moment de plus que ce que l'instruction exigeait. Puis il est parti. J'ai trouvé Rosa et je lui ai parlé de Thomas. Elle a fait un son bas, spécifique, le son que fait le chagrin quand il est logé chez quelqu'un qui a pris l'habitude de ne pas le laisser rester. Elle connaissait Thomas, l'avait nourri le dimanche quand il venait avec son frère à la maison. Il a 22 ans, a-t-elle dit. Oui, ai-je dit. Il a une petite amie, il allait lui demander de l'épouser au printemps. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine et aucune de nous n'a parlé pendant un moment. Dehors, la ville continuait son bruit ordinaire, la circulation, une porte, la voix d'un enfant 2 bâtiments plus loin, et ici, c'était très silencieux. C'est ce que ça coûte, a finalement dit Rosa, d'être proche de ce monde. Tu devrais le savoir. Je l'ai regardée. Tu me dis de partir, ai-je dit. Elle est restée silencieuse un moment. Non, a-t-elle dit. Je te dis de savoir ce que tu choisis, si tu le choisis. Je suis allé dans ma chambre cette nuit-là,
Et je me suis assise sur le lit dans le noir et j'ai eu la conversation avec moi-même que j'avais reportée. Rosa avait raison. Je pouvais le voir clairement. Je pouvais partir. J'avais, quelque part dans la ville, une vie qui était malmenée et financièrement précaire, mais elle était en dehors de ça. Thomas avait 22 ans et était à l'hôpital, et Marco était quelque part dans la ville en ce moment même, faisant ce qu'il faisait quand quelqu'un touchait quelque chose qu'il protégeait. Je suis restée assise avec tout ça. Puis je suis restée assise avec le souvenir spécifique de son visage dans le salon, cette version non couverte, le poids des choses, la façon prudente dont il avait retourné sa main, ce qu'il m'avait dit sur la ruelle, la façon dont il l'avait dit, cherchant ses mots, les trouvant lentement, comme un homme peu habitué à avoir besoin de mots pour son propre intérieur, et ce qu'Enzo m'avait dit, il a décidé que chaque personne qui comptait était une cible. Alors il a arrêté de laisser les gens compter. J'ai pensé à mon père qui avait gardé un secret pour me protéger, qui avait géré ça seul. Je me suis levé dans le noir. Je suis allé à la porte de Rosa et j'ai frappé doucement. Quand elle a ouvert, j'ai dit « Je reste ». Elle m'a regardé pendant un long moment. « Tu sais pourquoi ?» a-t-elle dit. « Oui », ai-je dit. « Je sais pourquoi, Aïe. » Elle a hoché la tête, une fois. Elle a posé brièvement sa main contre mon visage, sèche et chaude, le geste de quelqu'un qui ne fait pas souvent de gestes, et est retournée se coucher. Je suis retourné dans ma chambre. Marco est rentré à 4 heures du matin. J'ai entendu la porte, le murmure de lui et d'Enzo dans le hall, la maison se calmant autour de lui. Je suis resté allongé dans le noir et j'ai respiré. Le matin, il était de nouveau parti. 2 de ses hommes n'y étaient pas. Ils m'ont emmené un vendredi après-midi. Les hommes de Marco étaient bons, mais les hommes de Greco étaient patients, ce qui est une autre sorte de qualité. Ils avaient étudié l'itinéraire fixe. Ils avaient observé où les horaires se durcissaient. Un des hommes de Greco était à l'intérieur du flux d'informations depuis le début. J'ai appris cela plus tard, par bribes, mais la première bribe que j'ai reçue était le fait physique d'un véhicule apparaissant à côté du mien sur un itinéraire qu'on m'avait dit être sûr. Enzo conduisait, la voiture à côté de nous se rapprochant assez pour utiliser sa portière comme levier. Les minutes suivantes avaient la qualité des choses qui se passent plus vite que la compréhension. Des bruits, la voix d'Enzo qui perçait en italien, ma portière qui s'ouvrait de l'extérieur. J'ai eu le temps de comprendre ce qui se passait et pas tout à fait assez de temps pour bouger avant que la main ne se referme sur mon bras et que je ne sois plus dans la voiture. Ils n'ont pas été cruels immédiatement. Je note cela non pas parce que c'était rassurant, mais parce que c'était instructif. Greco me voulait fonctionnel. J'étais un message, pas une victime. Il y a une horreur spécifique à être manipulé avec soin quand la manipulation n'est pas de la gentillesse. Ils m'ont emmené dans un bâtiment. Quartier industriel, corridor ferroviaire, le bruit de l'eau quelque part à proximité, une pièce avec une chaise boulonnée au sol, ce qui me disait que la pièce avait déjà été utilisée à cette fin. Un homme était assis en face de moi, pas Greco, un représentant, ce qui me disait que Greco se considérait au-dessus de la logistique de l'intimidation. « Vous allez envoyer un message », a dit l'homme, à Marco. Ai-je dit, « Oui, quel est le message ?» Il m'a regardé avec une sorte de vide surpris. Je ne jouais pas la scène attendue. Je n'étais pas hystérique, je ne négociais pas. Je posais une question pratique sur les paramètres de ma situation. Monsieur Greco veut que Valentino se retire de l'accord du territoire du Nord-Ouest, a dit l'homme. Cela semble être quelque chose à discuter directement. Ai-je dit, Monsieur Greco préfère les leviers. D'accord, ai-je dit. J'ai regardé la pièce. La porte était solide. 2 hommes dehors d'après le bruit. La chaise était boulonnée, mais pas moi. Ils ne m'avaient pas attaché, ce qui était soit confiant, soit négligent. J'ai choisi de croire que c'était la deuxième option. Il y a une qualité spécifique au silence quand on est seul dans une pièce dangereuse, et il faut décider si on est le genre de personne qui attend ou le genre qui fait quelque chose. Je m'étais toujours considéré comme une personne qui attend. J'avais toujours été doué pour la patience, l'endurance, pour gérer les choses tranquillement et seul. Assise sur cette chaise, j'ai découvert que gérer les choses tranquillement n'était pas la même chose qu'être passive. J'ai commencé à parler. Pas aux représentants qui étaient allés se tenir près du mur. J'ai parlé à la pièce.
J'ai parlé de l'accord du territoire du Nord-Ouest avec la spécificité d'une personne qui avait vécu dans une maison où de telles choses étaient discutées et qui avait passé 3 semaines à prêter une attention très particulière. Je connaissais les noms. J'en savais assez pour donner l'impression d'en savoir beaucoup plus que ce n'était le cas. L'expression du représentant a changé. Où avez-vous? Il me parle, ai-je dit. Marco, il me parle. C'était au mieux partiellement vrai, mais ce que je leur avais donné était quelque chose qui valait la peine d'être rapporté, ce qui signifiait qu'ils devaient me passer un appel téléphonique, ce qui signifiait qu'ils étaient concentrés sur autre chose que moi pendant juste assez longtemps. L'appel a eu lieu. Le représentant est sorti dans le couloir. Je n'ai pas couru. Courir n'était pas une option réaliste. Ce que j'ai fait, c'est déplacer la chaise. Ça a pris plus de temps que prévu. Les boulons étaient dans le sol, pas dans la chaise. Je m'étais trompé sur ce point. La chaise était lourde mais mobile. Je l'ai déplacée contre le mur à côté de la porte, aussi silencieusement que possible. Je me suis rassise et j'ai attendu avec la patience spécifique que j'avais cultivée pendant 26 ans. Quand le représentant est revenu, il a ouvert la porte sans regarder la pièce d'abord. C'était de l'erreur. Et je m'étais écarté avec une simplicité qui l'a surpris plus qu'il ne pouvait compenser. Au moment où son attention s'est ajustée, Enzo est entré par la porte derrière lui. Tout s'est terminé très vite après ça. Enzo m'avait trouvé en 40 minutes. Dans la voiture, il m'a regardé dans le rétroviseur. Tu as déplacé la chaise, a-t-il dit. Oui, ai-je dit. Une pause. Bien, a-t-il dit. Le traître dans la chaîne d'information de Marco a été identifié avant minuit. Son nom était Barely. Jeune dans le cercle extérieur de la famille, retourné par l'argent, la peur et la vulnérabilité particulière de quelqu'un qui croyait que le mauvais côté allait gagner. Marco a reçu cette information d'Enzo et n'a rien dit pendant un très long moment. Puis il a dit « Où est-elle? » « Elles reviennent maintenant, a dit Enzo, en sécurité. » La qualité spécifique du silence qui a suivi ce mot était quelque chose qu'Enzo ne me décrirait pas complètement avant des mois. Marco était à la porte quand la voiture est arrivée. Il se tenait sur les marches du perron en manche de chemise, ce qui était la chose la plus visuellement incorrecte que j'ai jamais vue. Novembre, aucune concession. Debout là, à la manière d'un homme qui se tenait quelque part depuis longtemps et qui travaillait encore à redescendre de ce qu'il avait soutenu. Je suis sorti de la voiture. Il a descendu les marches. Il s'est arrêté devant moi. Ses yeux m'ont parcouru. Cet inventaire rapide, prenant note de tout. Ses mains se sont levées et ne m'ont pas tout à fait touché, suspendu juste au bord de mes bras. « Est-ce que tu... » « Je vais bien, ai-je dit. Il m'a regardé. Quelque chose sur son visage s'est fissuré, juste légèrement. Une fissure capillaire dans le contrôle. Une seule ligne de faille. « Non, a-t-il dit. Ne fais pas ça. » Je l'ai regardé. « Dis-moi la vérité. » A-t-il dit. « Pour une fois. » J'ai pensé à la ruelle, à toutes les fois où je l'avais dit depuis, à la manière spécifique dont c'était devenu une armure si longtemps portée que j'avais cessé de remarquer son poids. « J'ai peur, ai-je dit. Je vais bien physiquement, mais j'ai peur et Je me suis arrêté. Je suis contente d'être ici. Il a absorbé ça. Il a passé ses bras autour de moi. Pas de façon dramatique. Pas avec une urgence qui en ferait du théâtre. Il a juste passé ses bras autour de moi avec précaution et j'ai senti ses mains contre mon dos et sa chaleur si particulière, qui était plus chaude que prévu vu le froid, et la qualité de son immobilité de près, qui n'était pas une immobilité vide, mais une immobilité contenue. Le genre qui a quelque chose en elle qu'elle essaie de ne pas briser. J'ai mis mon visage contre son épaule. Je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes, dans le territoire au-delà, où tout est juste un soulagement au présent. Nous sommes restés comme ça un moment. Puis, viens à l'intérieur. Marco et Enzo ont parlé dans la pièce à côté du hall, en italien, 30 minutes, pendant que Rosa me donnait de la soupe que je ne voulais pas, mais que j'ai mangée parce que le visage de Rosa quand je refusais de la nourriture était une sorte de petite souffrance spécifique que j'avais appris à éviter. Quand Marco est revenu, son visage avait retrouvé son arrangement habituel, mais la fissure capillaire était toujours là si on savait où regarder. Je savais où regarder. « Greco, a-t-il dit, c'est l'heure. » Je sais, ai-je dit, ça va empirer avant de... Je sais, ai-je répété.
Il m'a regardé un moment. Ses mains étaient à plat sur la table entre nous. Tu n'es pas obligé d'être là pour ça, a-t-il dit. Je pourrais t'envoyer quelque part, en sécurité, vraiment en sécurité, avec des gens en qui j'ai confiance. Non, ai-je dit. Aria. Non, ai-je répété. Je comprends ce que tu offres. Je comprends pourquoi, mais je ne vais pas me tenir derrière toi. Plus maintenant. J'ai passé ma vie à me tenir derrière les choses. C'est terminé. Il était très silencieux. Je ne te demande pas de te battre, a-t-il dit. Je sais ce que tu demandes. Ai-je dit. La réponse est toujours non. Il a regardé ses mains, puis moi. Quelque chose dans son expression faisait plusieurs choses à la fois. La raison pour laquelle je me suis arrêté dans la ruelle. A-t-il dit, c'est parce que tu voulais qu'on te laisse seul avec ta douleur. J'ai compris ça. J'ai fait ça toute ma vie. Je sais, ai-je dit, et je te demande maintenant de me laisser. Il s'est arrêté, a détourné le regard, a regardé à nouveau, de laisser cette fin être la mienne, pour que tu n'aies pas à la porter. Je suis restée silencieuse pendant un long moment. Lucia, ai-je dit, il est devenu très immobile. Rosa me l'a dit, ai-je dit. Par les détails, juste assez. Il n'a rien dit. Tu as construit tout ça, ai-je dit, pour ne plus jamais perdre quelqu'un de cette façon, pour avoir assez de contrôle pour que les gens qui... Je me suis arrêté. Pour que les gens qui comptent soient en sécurité. Oui, a-t-il dit, doucement. Tu penses que m'envoyer loin, c'est me protéger. C'est le cas. Marco, ai-je dit, je ne suis pas Lucia. Le silence a été assez long pour respirer. Je sais, a-t-il dit. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'être protégé de savoir ce qui se passe, être à côté de toi. Savoir ce qui se passe, c'est à ça que ressemble ma sécurité en fait. Pour moi, il a réfléchi à ça. J'ai observé le travail interne très précis d'un homme révisant une décision qui tenait depuis 19 ans. D'accord, a-t-il dit finalement. Pas heureux, pas à l'aise. D'accord. Le visage de Salvatore Greco est apparu sur une photo de surveillance qu'Enzo a apportée cette nuit-là. Granuleuse, prise devant un bâtiment dans le sud de la ville. Sur la photo, il ressemblait à n'importe quel homme d'âge mûr avec un pouvoir qu'il avait cessé de remettre en question. Il ne ressemblait en rien au miroir de Marco. Mais je comprenais maintenant pourquoi la comparaison tenait. Ils avaient fait les mêmes choix au même carrefour. L'un avait gardé quelque chose d'humain après coup. L'autre non. Je me suis dit que Marco n'était pas comme ça. Je me suis dit qu'il devait savoir qu'il n'était pas comme ça. La confrontation finale ne ressemblait en rien au film. Il n'y avait pas de terrain découvert, pas de ciel clair, pas d'affrontement théâtral. C'était un entrepôt dans le corridor sud à 3 heures du matin. Ça sentait le diesel et l'eau stagnante, et c'était plein d'hommes organisés des deux côtés qui s'étaient préparés à ce moment depuis des semaines et qui l'exécutaient maintenant avec l'efficacité froide de professionnels. Marco avait pris des dispositions dont je faisais partie. Je veux être clair sur ce que cela signifiait. Je n'étais pas une combattante, pas une variable dans son plan tactique. J'étais une personne qui refusait d'être derrière une porte sans savoir ce qui se passait. J'étais donc là, avec la main d'Enzo dans mon dos, dans la zone que Marco avait désignée, surélevée et couverte avec 2 sorties qu'il m'avait expliquées 2 fois. J'ai regardé. Je n'avais jamais su avant cela à quoi ressemblait Marco Valentino complètement déchaîné. J'avais vu la version contrôlée, l'immobilité, l'économie de mouvement, la voix qui n'avait pas besoin de volume. J'avais vu les fissures, le couloir, le salon après l'intrusion, son visage sur les marches quand j'étais revenu. Mais ceci était l'architecture complète de ce qu'il était. Il se déplaçait dans cet entrepôt comme un homme qui avait déjà cartographié tous les résultats possibles et qui exécutait simplement celui qu'il avait choisi. Il n'était pas brutal comme je l'avais craint, pas sauvage, pas irréfléchi. Il était précis, plus précis que les hommes autour de lui qui se déplaçaient avec leurs propres compétences. Il opérait à un niveau au-delà de la compétence. C'était autre chose. Le déploiement complet de tout ce qu'il avait construit, entraîné et réprimé pendant 19 ans en une seule intention cohérente. C'était terrifiant. C'était aussi, je ne peux pas l'expliquer complètement, magnifique de la manière dont la compétence extrême est toujours magnifique, même quand ce en quoi elle est compétente est la violence. Je suis resté où j'étais. J'avais promis 2 choses à Marco. Je ne bougerai pas de la zone désignée et je ne ferai rien qui l'obligerait à rediriger son attention vers moi.
J'ai tenu les deux promesses. J'ai tenu le bras d'Enzo, j'ai regardé et j'ai respiré. Les hommes de Greco ont reculé par étapes. Cela a pris du temps. Il y avait du bruit contrôlé, pas du chaos. Et puis il y a eu moins de bruit, puis un silence spécifique qui a traversé l'entrepôt comme un changement de température. Greco lui-même est apparu près du centre, amené là par la retraite de ses propres hommes plutôt que par dessein. En personne, il paraissait plus petit que sur la photo. C'est souvent vrai des choses dont on a eu peur pendant longtemps. Il a regardé Marco à travers l'espace entre eux, et son visage a traversé plusieurs expressions. « Tu pourrais mettre fin à ça », a dit Greco. « C'est ce que je fais », a dit Marco. Ce ne fut pas une longue conversation. Ce que Greco a offert, territoire, argent, la dette originale dissoute, l'ensemble élaboré de compromis qui aurait exigé de Marco qu'il pardonne une décennie de dommages délibérés, Marco l'a écouté sans expression et a refusé sur le même ton qu'il utilisait pour tout. « Il y a une ligne, a dit Marco, que tu as franchie quand tu l'as touchée. Pas possessif, pas territorial, juste factuel. La chose la plus factuelle qu'il ait dite de toute la nuit. » Greco a été maîtrisé par les hommes de Marco sans violence supplémentaire, ce qui était une déclaration en soi. On ne lui a pas donné la mort qui l'aurait rendu simple. On lui a donné ce qu'Enzo expliquerait plus tard, la version très particulière de l'impuissance qu'il avait distribuée pendant des années. Vivant, fini, conscient des deux. La victoire, j'ai compris ça dans cet entrepôt, n'est jamais propre. Marco est venu me voir quand c'était fini. Pas immédiatement, parce qu'il y avait des choses qui requéraient son attention d'abord, et je n'étais pas plus importante que ces choses, ce que j'avais fini par comprendre et pour lequel je n'avais pas besoin d'explication. Il est venu quand il a pu. Il s'est tenu devant moi, indemne, ce que mes yeux ont confirmé avant que toute autre partie de moi ne puisse traiter le langage. « C'est fini », a-t-il dit. Je l'ai regardé. Il avait l'air différent de ce qu'il était au début de la nuit. Pas abîmé, pas diminué, changé, de la manière dont une chose est changée après avoir été testée jusqu'à sa limite et avoir tenu. « Tu vas bien ?» ai-je demandé. Il est resté silencieux un moment. « Non », a-t-il dit. « Je ne crois pas tout de suite. » C'était la réponse la plus honnête qu'il m'ait donnée depuis le jour où il m'avait dit pourquoi il s'était arrêté dans la ruelle. « Ce n'est pas grave », ai-je dit. Il m'a regardé, reconnaissant, ce que je n'avais pas encore catalogué dans son expression. « Viens », ai-je dit. « Rentrons à la maison. » Il a hoché la tête. Dehors, la ville faisait ce qu'elle faisait toujours, indifférente à la géométrie des événements qui venaient de se résoudre à l'intérieur de cet entrepôt, poursuivant ses opérations ordinaires, lumière et bruit, et l'air froid avec novembre dedans. Nous avons marché jusqu'à la voiture. J'ai mis ma main dans la sienne. Il l'a tenue. C'était tout. C'était assez. Le monde s'est reconstruit doucement. Ce n'est pas une métaphore. C'était littéral et progressif. Le nombre d'hommes dans la maison est revenu à la rotation habituelle. Les appels téléphoniques qu'Enzo recevait à toute heure sont devenus les appels habituels aux heures habituelles. Rosa préparait de la nourriture qui exigeait une attention totale pour être appréciée, plutôt que de la nourriture qui pouvait être mangée rapidement sans la goûter, ce qui était ma façon de mesurer le retour à la normale. J'étais toujours là. Il fallait décider de cela à un moment donné, et nous ne l'avons pas décidé pendant 3 semaines. Nous avons simplement continué. J'allais parfois avec Enzo quand il avait des affaires qui n'étaient pas dangereuses, ce qui me permettait de retourner en ville, à l'épicerie, au pricing et une fois, brièvement, au Sorrentos. Mon manager a exprimé le regret particulier de quelqu'un qui a réalisé tardivement qu'une variable qu'il avait sous-évaluée était plus importante qu'il ne l'avait calculée. Je lui ai dit que je ne reviendrais pas. En sortant du Sorrentos pour la dernière fois, je me suis arrêté dans la ruelle. Elle paraissait plus petite à la lumière du jour, moins importante. Juste des briques, des bouches d'aération de friteuse et une bande de ciel de novembre. Je me suis tenu là où je m'étais tenu il y a 2 mois, et j'ai regardé l'endroit à l'entrée de la ruelle où une voiture s'était arrêtée, et j'ai essayé de ressentir quelque chose de significatif. Ce que j'ai ressenti, c'était de la fatigue et de la gratitude, et en dessous des deux, quelque chose de plus calme que j'apprenais encore à nommer. Je suis retourné à la maison. Marco était à son bureau dans le salon quand je suis arrivé, des papiers, un téléphone, les instruments ordinaires pour gérer quelque chose de grand et de compliqué. Il a levé les yeux quand je suis entré, mais n'a rien dit immédiatement. « Je suis allé au restaurant », ai-je dit.
Je sais, a-t-il dit, ce qui signifiait qu'Enzo le lui avait dit, ce qui était bien. Je leur ai dit que je ne revenais pas, ai-je dit. D'accord, a-t-il dit. J'ai besoin, je me suis arrêté. J'ai besoin de savoir pourquoi je reste, ce que c'est, ce que tu... Je me suis arrêté à nouveau parce que la phrase avait plusieurs fins et je n'étais pas sûr de laquelle était la bonne. Il a posé ce qu'il tenait. Il m'a regardé à travers la pièce avec cette attention particulière et totale, la même que dans la ruelle, la même que chaque moment que j'avais catalogué et supporté. Il a traversé la pièce, s'est arrêté devant moi, tout près. Je vais te demander quelque chose, a-t-il dit, et je veux que tu le prennes au sérieux. D'accord, ai-je dit. Reste, a-t-il dit. Pas parce que tu n'as nulle part où aller, pas parce que la situation l'exige, parce que tu le choisis, parce que tu... Il s'est arrêté. L'arrêt particulier d'un homme pour qui le langage n'est habituellement pas difficile, le trouvant ainsi. Parce que tu veux être ici. Je l'ai regardé. Je veux être ici. Si, ai-je dit. Je sais, a-t-il dit, mais je te demande de le dire pour que ce soit dit. J'ai compris. Il avait besoin que la chose soit nommée. Il avait passé 19 ans à ne pas nommer les choses pour qu'on ne puisse pas les lui prendre. Il nommait celle-ci. Je veux être ici. Et j'ai ici. Je suis ici, ai-je répété, avec toi. Quoi que cela signifie pour ce qu'est ta vie, je l'ai vu. Je n'ai pas d'illusion à ce sujet. Je sais ce que je choisis et je le choisis. Il est resté silencieux un moment. Épouse-moi, a-t-il dit. Il l'a dit sans théâtre, directement, sur le même ton que tout le reste, avec la même économie qu'il utilisait pour tout ce qui comptait pour lui. Pas de bain, pas de dette, rien d'arrangé, juste lui et moi dans le salon avec la lumière de l'après-midi entrant par la fenêtre et les bruits ordinaires de la maison autour de nous. Je l'ai regardé. Oui, ai-je dit. Il a expiré. Juste un souffle, relâché, la chose la plus incontrôlée que j'ai entendue de lui. Oui, oui, ai-je répété, parce que ça méritait d'être dit 2 fois. Il a posé ses mains sur mon visage, très doucement, avec le même soin qu'il avait montré dans le salon après l'intrusion, en retournant sa main pour que ma paume repose dans la sienne. Ce monde, a-t-il dit, il ne devient pas sûr, tu le sais. Je sais, ai-je dit. Je ne vais pas prétendre le contraire. Je sais, ai-je dit. Marco, je sais. Il m'a regardé. Tu ne m'as jamais demandé de le changer, a-t-il dit. Non, ai-je dit. Je ne saurais pas qui tu serais si tu le faisais. Quelque chose a traversé son expression, grande et calme, comme le temps se déplace dans un paysage. Il était, pensais-je, vu par une personne qui n'avait pas peur de ce qu'elle voyait. Rosa est apparue dans l'embrasure de la porte, a évalué la pièce et a disparu sans un mot. J'ai entendu ses pas dans le couloir, puis le son spécifique d'elle faisant du café, ce qui était sa façon de marquer les choses qui comptaient. Les hommes de Marco ont compris le changement progressivement. Quelques-uns l'ont accueilli avec méfiance. Ferretti, qui était avec la famille depuis avant Enzo, m'a dit une fois dans la cuisine que Marco était différent de ce qu'il avait été depuis des années, et que la différence était apparente pour quiconque l'avait connu assez longtemps pour enregistrer ce qui manquait avant. J'ai réfléchi à cela pendant un moment, à ce que cela signifiait d'être la première chose non pratiquée de quelqu'un, son premier désir honnête depuis longtemps. Ce soir-là, Marco lisait ses papiers et je lisais un livre que Rosa m'avait prêté, et la maison était calme autour de nous. Ordinaire. La chose la plus radicale qui se soit produite depuis la ruelle. 6 mois plus tard, j'ai brûlé la soupe un jeudi après-midi. C'était, si je suis honnête, un échec spectaculaire. J'avais essayé de reproduire la sauce tomate de Rosa de mémoire, ce qui était ambitieux étant donné que la mémoire de Rosa et la mienne n'avaient pas été dans la même pièce quand elle l'avait faite, et je n'avais apparemment pas prêté une attention suffisante à l'étape de l'ail, qui avait une marge considérablement plus étroite que je ne l'avais compris. La cuisine s'est remplie de fumée, j'ai ouvert la fenêtre. Rosa est apparue, a évalué la situation, a fait un son qui suggérait que ce n'était rien qu'elle n'ait jamais géré auparavant, et a pris le relais sans commentaire. Je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé la fumée se dissiper dans l'air de novembre. Un autre novembre, une année complète depuis le premier. La ruelle, les phares contre la brique. Et j'ai senti l'ordinaire spécifique de l'après-midi s'installer autour de moi.
Marco est apparu dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Il a regardé la poêle. Il a regardé Rosa. Il m'a regardé. Je vais bien, ai-je dit. C'est sorti automatiquement, comme toujours, comme dans la ruelle, comme devant lui une douzaine de fois. Le réflexe d'une femme qui avait appris tôt à enfermer son propre chagrin loin de l'air. Il laisse rester immobile un moment, puis quelque chose s'est produit sur son visage. La même chose qui s'était produite il y a 19 mois à l'entrée d'une ruelle. Quand une voiture s'était arrêtée et qu'une fenêtre s'était baissée, et j'avais dit ces deux mots dans le noir. Le même changement. Le même atterrissage. Il a traversé la cuisine, est venu se tenir à côté de moi à la fenêtre. Vraiment, a-t-il dit. Je l'ai regardé. Non, ai-je dit. La soupe est fichue, Rosa est déçue de moi, et j'allais faire quelque chose de gentil. Et à la place, j'ai fait de la fumée. Elle n'est pas déçue, a-t-il dit. Elle est polie. Rosa ne fait pas dans la politesse. A-t-il dit? Elle est contente que tu aies essayé. J'ai regardé Rosa qui gérait la poêle avec l'attention concentrée de quelqu'un qui trouve satisfaction à résoudre des problèmes, quelle que soit leur origine. Il avait raison. Je l'ai brûlé, ai-je dit? Oui, a-t-il dit. Je viens de dire que j'allais bien. Ai-je dit, par réflexe. Je le fais encore. Je sais, a-t-il dit. Il me regardait avec cette pleine attention. Le genre sans hâte, complètement présent. Le genre qui m'avait déstabilisé à son arrivée, que j'avais compris et nommé que progressivement, sur lequel j'en étais venu à compter comme on compte sur une structure. Je sais que tu le fais. Est-ce que ça... Je me suis arrêté. Il a attendu. Est-ce que ça atterrit toujours de la même manière? Ai-je dit. Il est resté silencieux un moment. Dehors, l'air de novembre passait par la fenêtre ouverte et apportait l'odeur de la ville, du béton froid, l'échappement de quelqu'un, la légère douceur de la boulangerie 3 rues plus loin. Oui, a-t-il dit. Je l'ai regardé. Dans la ruelle, a-t-il dit. Ça a atterri comme quelque chose que je ne pouvais pas nommer, parce que personne ne l'avait jamais fait devant moi. Se refermer comme ça. Vouloir être laissé seul avec sa propre douleur. Ne pas l'offrir, ne pas l'utiliser. Juste l'avoir en privé. Dans le noir. J'étais très immobile. Et maintenant, ai-je dit. Maintenant, a-t-il dit. Quand tu le fais, ça atterrit toujours de la même manière. Mais je sais ce que ça veut dire. Je sais ce qu'il y a en dessous. Je sais que tu vas finir par me le dire. Ou que tu vas le surmonter toi-même. Et je sais lequel tu choisiras et quand. Et, ai-je dit. Et j'ai arrêté d'avoir besoin que tu le fasses différemment, a-t-il dit. Je l'ai regardé. Tu as arrêté d'essayer de le réparer. Ai-je dit. J'ai arrêté d'essayer de le réparer, a-t-il dit. C'était, je l'ai compris, l'une des choses les plus significatives qu'il m'ait jamais dites. Lui qui réparait les choses. Lui qui avait bâti un empire sur la logique que tout ce qui est contrôlable devrait être contrôlable. Il avait appris quelque part au cours de la dernière année que cette chose spécifique, ma façon particulière de thésauriser ma propre douleur, n'était pas un problème nécessitant une solution. C'était juste moi, la texture spécifique et non négociable de moi. Et ça atterrissait toujours en lui de la même manière que dans la ruelle. Rosa a dit quelque chose en italien sans lever les yeux de la poêle. Marco a répondu. Elle a fait un geste dédaigneux. Il a presque souri. Elle dit qu'il y en a assez pour le dîner si nous n'avons pas tous trop honte pour le manger, a-t-il dit. Je n'ai pas honte. Et je dis, je suis une mauvaise cuisinière. C'est différent. Il m'a regardé. Son ébauche de sourire s'est finalement dessinée. Oui, a-t-il dit. C'est vrai. La maison autour de nous était ce qu'elle était devenue. Installée, habitée, spécifique. Les hommes qui allaient et venaient avaient des visages que je connaissais. Enzo dînait avec nous le mercredi. Ce qui avait commencé comme pratique et était devenu autre chose. Rosa avait arrêté de me regarder comme elle m'avait regardé ce premier matin, mesurant pour la survie, et avait commencé à me regarder comme elle regardait les choses qu'elle considérait comme permanentes. Le monde de Marco était ce qu'il était. Pas sûr de la manière dont certains mondes sont sûrs. Il y avait des choses que je regardais directement et des choses que j'avais appris à recevoir sans regarder directement. Je n'étais pas devenu une personne différente à l'intérieur. J'étais, si quoi que ce soit, devenu plus pleinement moi-même. Ce qui était quelque chose que je n'avais pas prévu
et que je ne pouvais pas entièrement expliquer. Il a tendu la main et a repoussé une mèche de cheveux de mon visage. Très légèrement. Le geste de quelqu'un qui a la permission et le sait. Dîner dans 1 heure, a dit Rosa sans se retourner. Nous serons là, a dit Marco. Nous sommes restés à la fenêtre un moment de plus dans l'air de novembre. La ville poursuivait ses opérations ordinaires en dessous et autour de nous, indifférente et continue. J'allais bien. Pour la première fois depuis très longtemps, en le disant, je le pensais vraiment. Lui, debout à côté de moi, pouvait sentir la différence.